Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Immeuble 4, affaires ratées, avocates et politiques qui s'en mêlent. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'immeuble 4. Je vais vous raconter où j'en suis, comment les choses elles avancent. Voilà, je trouve que ça va peut-être vous intéresser. Si jamais vous écoutez cet épisode, probablement que le titre vous a interpellé. Je vais faire un épisode hyper spontané. Je vais pas faire de coupe, je vais pas faire de montage. On va y aller comme ça. Donc, de quoi j'avais envie de vous parler? Donc, vous savez que avec Cyril, on a ce projet pour 2024 d'acheter ce fameux 4e immeuble. Il s'avère que je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode sur les priorités, mais aujourd'hui, en tout cas, la priorité n'est clairement pas là, parce que pour l'instant, on n'a pas réussi à faire passer cet immeuble en priorité dans notre vie. Aujourd'hui, la priorité, elle est beaucoup au niveau des investisseurs sereins. Elle était au niveau de mon master en gestion de patrimoine, que j'ai terminé ce matin lors de l'oral. Donc enfin, c'est quelque chose maintenant qui est derrière moi. Et l'oral s'est extrêmement bien passé, donc je suis parfaitement confiante sur le fait que je vais obtenir le diplôme, mais là, techniquement, je n'ai plus rien à travailler pour ce master, donc je suis libérée de cette charge mentale. Et on a également la résidence principale que nous avons quasiment terminée en termes de chantier et que nous allons très très prochainement, c'est-à-dire dans les 2 prochaines semaines, commencer à habiter. Et on va quitter l'appartement actuel qui est notre appartement en location, ce qui fait que on est dans les finitions et ça fait que ça nous prend aussi beaucoup de charge mentale. Donc, comme vous avez compris et comme vous avez écouté l'épisode, je crois que c'était la semaine dernière, attendez, je regarde rapidement le numéro, l'épisode 221, qui s'appelait « Une question de priorité », et clairement, là, les 6 premiers mois de l'année, le premier trimestre, on n'a pas du tout mis notre projet immobilier du 4e immeuble en priorité. Il y avait plein d'autres priorités. La chance fait que normalement, une fois qu'on aura emménagé, j'espère que cette résidence principale va nous prendre beaucoup moins de charge mentale et ça va mieux se passer. Et le master étant terminé, pareil, ça me libère aussi beaucoup de charge mentale. Donc, grosso modo, on va pouvoir enfin faire passer cet immeuble 4 en priorité et accélérer tout ça. Mais pour autant, il s'est quand même passé des choses sur ce 2e trimestre par rapport à cet immeuble 4 parce que je garde quand même un œil lointain, on va dire, sur le marché de là où je cherche. C'est-à-dire, moi, je cherche vraiment tout ce qui est en Moselle. Voilà, tout ce qui est en Moselle. Voilà, tout ce qui se passe un petit peu en Moselle, j'observe, je surveille. Je peux même étendre un petit peu plus bas. Mais voilà, je surveille un petit peu ce qui se passe, vraiment, mais pas de façon hyper active, vraiment de façon très passive. D'ailleurs, il y a un épisode sur la recherche active et la recherche passive. On va dire que je suis en recherche très passive aujourd'hui. Et dans ma recherche très passive, j'ai détecté une bonne affaire. Une bonne affaire d'un immeuble qui était tout à fait dans notre budget et qui était vendu aux enchères. Et je me suis dit, mais ça, c'est une opportunité. C'est un immeuble incroyable. Il est vendu 3 fois moins cher que ce qu'il vaut. Allez, j'exagère. 2 fois et demi moins cher que ce qu'il vaut. C'est une opportunité en or. Là-dessus, j'ai envie de me positionner. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il s'avère que, en fait, quand tu fais une vente aux enchères, en l'occurrence, c'était une vente aux enchères organisée par l'État, parce que c'était l'État qui vendait. Enfin, donc, c'est pas vraiment organisé par l'État, c'était organisé par une sorte d'organisme qui gère les enchères des biens immobiliers vendus par l'État. Et j'ai dit à Cyril, il faut qu'on fasse les visites. Et les visites sont fixées à des heures précises et des jours précis. C'est-à-dire, tu peux pas décider, non, je suis pas disponible, je suis en vacances, je peux pas venir, ça, c'est pas possible. Donc, en fait, tu es obligé de t'adapter on va dire aux jours et aux horaires de la vente. Et il s'avère qu'on n'était pas là. L'une des 3 séances possibles. Et la première séance, ça m'arrangeait pas du tout, je sais pas pourquoi. Et donc, j'avais envoyé Cyril faire la visite. Et il a fait la visite et il m'a dit « Oh mais non, mais c'est trop gros ». Et lui, en fait, il n'y a pas cru. Il n'y a pas cru. Donc, moi, je me suis dit
c'est pas grave. Moi, je sais pas, je suis toujours un peu optimiste. Je me dis, bon, moi, je vais m'inscrire à l'autre visite, donc au 3e créneau qu'on avait pu. Et moi, j'ai dit, moi, je veux le visiter et tout. Je veux voir par moi-même pourquoi tu dis que c'est trop gros et qu'on va pas le faire, quoi. Donc, je fais la visite. Et là, c'est le drame, parce que là, j'en veux terriblement à Cyril de ne pas avoir pris au sérieux cette possibilité de projet, parce que je le trouve pas du tout trop gros, que c'était une opportunité vraiment incroyable et que rien que pour prendre l'expérience, j'avais envie de me positionner sur le dossier et voir à combien on pouvait l'avoir. Parce que même si on l'achetait tel quel et qu'on le revendait tel quel, il y avait une plus-value possible. À la limite, on aurait juste fait la découpe et les démarches pour faire les découpes et les compteurs et on aurait revendu appart par appart, on aurait pu faire une opération de marchand de biens. Moi, personnellement, une opération de marchand de biens où tu fais 500 000 euros de marge, moi, ça me va, tu vois. Moi, ça me va. Tu vois, je sais que je suis pas hyper marchand de biens, parce que moi, je me dis c'est un petit peu petit joueur de faire 20 000, plus 20 000, plus 20 000 pendant 3 ans, enfin, voilà. Mais là, c'était vraiment une belle opération. Donc, grosse mise au point avec Cyril. Cyril, il m'a dit, mais oui, mais tu vois bien, tous les autres... personnes qui étaient là pour faire cette visite d'immeuble, ils venaient avec leur maître d'œuvre, leur architecte, tout était en place et nous, on venait un petit peu les mains dans les poches avec cette société qu'on a envie de créer mais qui n'est même pas créée avec nos associés. Donc en fait, on était un petit peu à la rue, quoi. On était à la rue, on était à la ramasse, on était trop à la bourre par rapport aux autres il y avait des marchands de biens, il y avait des institutionnels qui étaient là à visiter l'immeuble et nous, on n'était pas au point, quoi. Et donc, ça m'a fait me rendre compte déjà que quand on est sur des bonnes affaires comme ça, on ne peut pas être comme ça. On ne peut pas se retrouver comme ça, les mains dans les poches. C'était trop amateur, notre démarche. Donc, la conclusion, c'est que ça a été un petit peu tendu. Après, ça reste très relatif d'un point de vue business entre Cyril et moi sur cet immeuble-là. Pendant quelques jours, j'ai dû absorber le fait qu'on ne se soit pas positionné, même si... Voilà, moi, j'ai une confiance absolue dans le fait qu'on va trouver d'autres bonnes affaires. J'ai l'habitude maintenant. Mais donc, une fois que ça s'était passé, je me suis dit, ok, maintenant, il va falloir que la prochaine fois qu'il y a une affaire comme ça qui arrive, même si je suis en recherche encore très passive, il faut qu'on soit prêt. Parce que quand tu as vraiment des bonnes affaires, il y a aussi une question de rapidité, d'efficacité et de professionnalisme face aux agents immobiliers. Peu importe qui fait la visite, mais voilà, face au notaire, face à l'agent immobilier, peu importe qui fait la vente, mais il faut qu'on soit plus prêt et qu'on soit plus crédible. Et j'en ai conclu que il faut qu'on fasse cette fameuse création de société. Donc, je dis société parce qu'en réalité, je ne suis même pas encore sûre qu'on va vraiment faire une SCI. Peut-être qu'on va faire une autre forme de société. Ça, j'en discute justement avec l'avocate. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave. Cet immeuble-là, il nous a été utile pour que on découvre qu'il était temps qu'on passe aux choses sérieuses avec nos associés et qu'on cadre les choses. Parce qu'en fait... Là, on n'est plus que tous les deux comme on faisait avant. Maintenant, on a nos associés. Et on ne peut pas être amateur aussi vis-à-vis de nos associés. C'est pas parce que c'est la famille qu'on va... je sais pas comment dire. Moi, j'ai vraiment envie de mettre en place une communication professionnelle avec les membres de ma famille pour qu'ils aient la confiance aussi en notre démarche. Et donc, il va falloir qu'on professionnalise tout ça. Donc, je me suis dit, ok, on va faire une réunion avec nos associés pour bien leur exposer déjà les choses, comment est-ce qu'on voit l'association. Parce que les gens, ils peuvent dire « ouais, je suis OK sur le principe de m'associer avec toi », mais ça veut rien dire. Tu vois, ça veut rien dire. C'est sous quelles conditions ça sera quoi les petites lignes? Qu'est-ce qui se passe si jamais on se fâche? Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui veut tout vendre, qui veut vendre ses parts? Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui divorce? Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui se remarie? Voilà, comment est-ce qu'on fait les choses? Qu'est-ce qu'on fait si il y en a un qui veut donner ses parts à ses enfants en donation? Voilà, en fait, il faut tout cadrer. Et donc, en fait, je me suis dit, ok, là, on va vraiment s'associer de façon formelle, on va définir les rôles de chacun et on va faire les choses bien. Donc, on a fait une première réunion où on a tout expliqué, la façon de voir les choses de Cyril et moi. On a vraiment fait une présentation, donc eux, ils étaient un peu surpris du professionnalisme qu'on a mis les membres de notre famille qui s'associent avec nous, et on leur a expliqué voilà, toutes les conditions, combien d'apports on souhaite que chacun mette, les répartitions des parts sociales, etc., etc. On a tout cadré, et à la fin de la réunion, on a dit qui est-ce qui a des commentaires ou des choses à redire, et on vous laisse quelques jours pour réfléchir, on aimerait bien avoir votre réponse d'ici 7 jours pour savoir si vous êtes de la partie ou pas. Donc, comme ça, c'était professionnel. On a posé les choses, les gens pouvaient poser leurs questions. Et on leur a demandé, est-ce que vous êtes de la partie? Oui, non.
Et donc, quelques jours après, on a eu la confirmation que les 2 personnes avec qui on voulait s'associer ont dit oui. Donc, on est donc un groupe de 4 associés, donc Cyril et moi, plus nos 2 associés, qui vont donc créer cette société. Et dans la foulée, je me suis dit, ok, maintenant qu'on est d'accord, je vais prendre le temps de créer cette fameuse société. Parce qu'en réalité, je vous explique pourquoi. C'est peut-être, ça intéresse des personnes qui s'associent, comment ça fonctionne exactement. En fait, en l'occurrence, l'un de nos associés est chef d'entreprise et va s'associer via sa holding. Donc, c'est-à-dire que ça va être sa holding qui va créer les parts de la société qu'on va créer pour acheter les immeubles. Avec Cyril, nous également, on va s'associer via notre holding. Donc, c'est-à-dire que c'est la holding que Cyril et moi, on possède, qui va être associée de cette nouvelle société. Et le 3e associé, parce que comme vous avez compris, en fait, nous, on est entre guillemets associés via une seule holding. Donc, en fait, on compte pour un associé aux yeux de la société. Et donc, le 4e associé, ou 3e associé, je ne sais pas comment vous voyez les choses, lui, il va acheter probablement en nom propre et il ne va pas créer de holding. Parce que il n'est pas chef d'entreprise, donc ce serait, entre guillemets, des frais comptables inutiles de créer une société juste pour posséder une autre société. Donc, en fait, il s'est dit, on va faire simple. En tout cas, on part là-dessus, on va en rediscuter avec l'avocate, qu'elle confirme ou pas cette réflexion. Mais lui, il n'aura donc pas de société intermédiaire et il va détenir directement les parts. Donc, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Quelles sont les étapes là qu'on est en train de faire avec l'avocate ? C'est qu'il va falloir qu'on cadre les choses. Mais pour bien cadrer les choses, il faut que les statuts des holdings qui seront associés soient également compatibles et sécurisés. Parce que si tu as une holding qui possède les parts de ta société, mais que la holding, elle est mal fichue parce que c'est mal prévu en cas de divorce, en cas de séparation, qui devient gérant de la holding et qui dirige la holding, le problème en fait c'est que ça va avoir un impact direct sur qui va voter les parts quand il y aura des assemblées générales de ta société. Qui est-ce qui va voter ? Et en fait, ça va être le dirigeant de la holding. Donc si tu n'es pas d'accord avec qui est nommé dirigeant de la holding, en fait, tu te retrouves associé avec quelqu'un que tu ne voulais pas être associé. Imaginez, il revend sa holding à quelqu'un que tu n'as pas du tout envie de t'associer avec. Donc en fait, tout doit être cadré. Donc en fait, là, actuellement, on est en train de recadrer les statuts des holdings respectives qui vont être associés de la nouvelle société. Et ensuite, on va travailler les statuts de la société. Bon, bref, j'en ai peut-être perdu plus d'un, mais peut-être que ça intéresse des gens qui réfléchissent à ce genre d'association et comment ça se passe. Donc, j'ai pris rendez-vous avec l'avocate. Donc, je vous avoue, je n'ai pas demandé des recommandations incroyables. J'ai pris quelqu'un qui me paraissait plutôt bien sur les avis Google, je vous avoue, honnêtement, je l'ai trouvé sur Internet. Parce que, je sais pas, moi je suis toujours embêtée. Quand on a des recommandations et que finalement on n'accroche pas du tout avec la personne, je trouve ça encore plus gênant. Donc en fait, limite, je préfère chercher par moi-même, grosso modo. Sachant que, je vous avoue, on en a pratiqué des avocats fiscalistes déjà, donc je préfère me faire mon opinion par moi-même et on verra bien. Donc j'ai eu ce premier rendez-vous et ça c'était vraiment intéressant. Vraiment intéressant, je vous partage aussi rapidement comment ça s'est passé. En fait, donc j'ai eu ce rendez-vous, la personne, donc je lui ai exposé absolument toute la situation, etc. Et en fait, il y a plusieurs choses déjà que j'ai découvert pendant ce rendez-vous avec l'avocate. Premièrement, je me rends compte à quel point je suis heureuse et contente d'avoir fait d'ailleurs ce master en gestion de patrimoine et d'avoir cet esprit critique de pouvoir remettre en question et challenger l'avocat qui parle. Parce qu'en fait, c'est ça qui est complexe quand tu te retrouves face à un avocat, c'est que, en fait, entre guillemets, il y a le syndrome un peu de la blouse blanche. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est diplômé en face de toi et tu te dis forcément tout ce qu'il dit est juste et adapté à ton cas. Parce que comme toi, tu ne maîtrises pas le langage juridique, tu ne maîtrises pas la fiscalité, en fait, tu vas absorber ses paroles et tu vas dire « il a dit que, donc c'est mieux ». Mais sans forcément vraiment comprendre. Mais c'est normal, tu n'as pas les connaissances. Et donc j'étais tellement contente que quand elle me parle, je comprends tout. Et quand elle me dit « tiens, on va faire ci, on va faire ça », et là je lui dis « ah non, c'est pas ce que j'avais en tête, moi c'était à l'impôt sur les sociétés et non pas à l'impôt sur le revenu ». Elle commençait déjà à me pousser l'impôt sur le revenu pour la fameuse société qu'on allait créer, alors que moi je voulais absolument pas du tout être sur l'impôt sur le revenu, mais je voulais être sur l'impôt sur les sociétés. Et on a pu en discuter et en débattre. Alors que si j'avais été une novice,
je pense qu'elle m'aurait doucement poussée vers l'impôt sur le revenu sans trop se poser de questions, parce qu'à mon avis, elle est face à des clients qui se posent beaucoup moins de questions que moi. Voilà. Donc déjà, premièrement, je suis très contente de ce master. Deuxièmement, alors je vous avoue, même avant le master, j'étais déjà vachement informée, parce que comme ça me passionne, je lis beaucoup d'articles, etc. Voilà, ça me rajoute, entre guillemets, une petite couche de connaissances qui fait du bien, ce master. Mais voilà, de toute façon, le but, c'est de continuer à s'informer. Et en fait, en réalité, quand tu prépares un rendez-vous comme ça, il faut de toute façon re-regarder des articles, recomprendre les différences entre les différents types de sociétés. Pourquoi SARL, SAS, SCI, SARL de famille, toutes les options possibles et bien comprendre les différences. Parce qu'en fait, l'avocat, il va... Tu vois, c'est naturel, en fait, dans toutes les professions. Déjà, je pense que tu as 90% de gens qui sont médiocres et 10% qui sont excellents, mais toutes professions confondues. Je pense même dans les investisseurs immobiliers, 90% des investisseurs sont médiocres et 10% sont excellents. Je pense que ça marche un peu pour tout, même pour les profs, pour les... Voilà, c'est comme ça. Donc, moi, j'aime bien m'armer et connaître les choses, et donc pouvoir remettre en question la personne en face. Deuxième observation que j'ai faite lors de le rendez-vous de l'avocate, c'est qu'en fait, les avocats... Alors, je suis désolée, si vous êtes avocat, vous n'allez pas être content. Mais en fait, ce sont des personnes qui sont plutôt des littéraires. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont fait des études de droit, et en général, c'est plutôt des gens qui ont un esprit littéraire, qui aiment les textes, qui aiment très bien la logique. Là, je ne dis pas le contraire. C'est des gens très logiques, très carrés sur les raisonnements. Mais c'est pas en général des gens qui aiment les chiffres. Et c'est ça qui m'embête un peu. Moi, tu vois, l'avocat fiscaliste idéal, ce serait celui qui me ferait des fichiers Excel de simulation sur plein d'années pour m'expliquer quel est le scénario qui m'enrichit le plus. Mais en fait, en général, les avocats, ils vont pas jusque-là. C'est-à-dire qu'ils vont faire des conseils généralistes. Ils vont dire, ah bah là, vous paierez moins d'impôts si jamais vous bénéficiez du déficit foncier. En fait, tu vois, ils récitent un peu un texte. Mais il ne faut pas les calculs. Et c'est ça que je reproche un peu. Et donc, moi, c'est ce que je vais faire. Du coup, je vais pallier moi-même à ça. Et donc, évidemment, j'utilise l'avocat pour challenger les raisonnements, nous conseiller, nous donner son avis. Et évidemment, je ne prends pas un avis tel quel. C'est-à-dire que l'avis va être discuté, il va être remis en question jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on soit d'accord ensemble. Ça veut dire que, à la fois, elle a bien compris mon besoin et que moi, je suis aussi d'accord avec ce qu'elle m'a expliqué et que ça me paraît hyper cohérent. Là, ça veut dire qu'on a trouvé le bon format pour notre société. Et évidemment, moi, ce que je vais faire de mon côté, et c'est ce que je vous recommande de faire systématiquement pour la fiscalité, il faut que vous soyez capable de faire les calculs par vous-même. Il faut que vous fassiez scénario A, scénario B. Ok, qu'est-ce qui se passe? L'argent y rentre? Où est-ce qu'il part? Qu'est-ce que j'ai comme impôt? Qu'est-ce que j'ai comme charge? Est-ce que j'ai de l'amortissement? Et puis comment ça se passe à la revente? Et puis vous faites des simulateurs, ok, sur des fichiers Excel et vous faites vos calculs par vous-même. Okay, et c'est comme ça que vous allez vous poser les bonnes questions. Et peut-être que vous allez revenir avec la question, mais et au fait, à la revente, ça se passe comment pour ce que vous m'avez conseillé? Ou donc, comment je fais pour... est-ce que je peux amortir? Est-ce que mes calculs sont justes? Et vous venez chez l'avocat avec vos calculs en vous disant, voilà, j'ai essayé de réfléchir à combien ça allait me coûter dans les deux scénarios. Est-ce que vous pouvez me confirmer si jamais mes calculs sont justes? Et là, en fait, vous allez challenger votre interlocuteur et il n'aura pas le choix que de vous aider et aussi de se remettre en question et d'aller plus loin dans son raisonnement. Voilà, donc ça, c'était le deuxième point par rapport à l'avocate. Et le troisième point, ça, c'est le fameux point qui m'a fait sauter au plafond, c'est quand l'avocate m'a dit « Ah oui, mais là, on ne crée pas de société en ce moment, quoi. Il y a trop d'instabilité politique en France. » Et là, j'ai dit « Mais attends, je comprends pas, je vais attendre combien de temps, là, avant de créer une société ?» Attendez, il faut déjà savoir ça va être quoi le gouvernement? Mais je me suis dit « Mais ok, mais le gouvernement, il peut changer dans 1 ou 2 mois. » Et puis, ça ne veut rien dire sur les lois qui vont être votées. Donc, je ne vais pas attendre qu'un gouvernement soit en place, qu'ensuite il vote des lois pour commencer à décider de créer mon entreprise. Enfin, je dis mon entreprise, la société qu'on va créer. Donc, j'ai dit à l'avocate, mais en fait, moi, la société, elle doit être créée pour septembre. En fait, peu importe quel régime politique va se mettre en place. Oui, mais vous vous rendez pas compte, ça peut avoir des impacts, etc. Donc en fait, il vaut mieux attendre. Mais en fait, moi, si j'attends que la politique de la France, elle soit stable, mais je vais attendre des années. Donc en fait, je lui ai dit, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas forcément compris, mais je vais retravailler ça
avec elle la prochaine fois en lui expliquant que moi, la société, elle doit être créée pour fin août parce que début septembre, je rentre en phase de recherche active et je commence à faire mes visites et je veux que la société soit créée avec les fonds qui soient en place pour que j'ai beaucoup plus de crédibilité face à mes interlocuteurs lorsque je vais faire mes négociations. Voilà pour grosso modo un petit peu l'histoire de cet immeuble 4 et là où on en est. Je voulais également rapidement dire que en soi, on n'est pas très loin. On en est encore dans cette phase de création de structure. On en est au début de cette création de structure. Ça va être très intéressant. Je sais que je vais approfondir encore plus les créations de sociétés. Je vais aller encore plus loin dans les simulateurs que j'ai et que je vais fournir d'ailleurs aux membres du club. Donc j'ai hâte d'être vraiment active sur ce point-là. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était vraiment un épisode spontané qui vous a parlé de notre avancée sur l'immeuble 4. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.